Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 23 h à Mayumba. C'est l'heure de votre édition d'information. Bienvenue à tous. Le président sénégalais Diomaye Faye était en escale technique ce matin à Libreville. Il a été accueilli par son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Diomaye Faye en a profité pour inviter son homologue gabonais aux festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal le 4 avril prochain à Dakar. Bienvenue Miko, Barthelbois et Cédric Aleka. De retour de Brazzaville au Congo, où il a pris part à des échanges de haut niveau, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a effectué une escale technique à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville, donnant lieu à un moment diplomatique empreint de solennité et de fraternité entre le Gabon et le Sénégal. À sa descente d'avion, le chef de l'État sénégalais a été accueilli avec les honneurs protocolaires par son homologue, le président de la République, chef de l'État et chef de gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans une atmosphère de cordialité, de respect mutuel et de fraternité africaine. Initialement prévue comme une simple escale technique, cette halte s'est rapidement muée en une opportunité d'échange diplomatique de haut niveau, traduisant la solidité des relations historiques et la qualité du dialogue politique qui unissent Libreville et Dakar. Pour la circonstance, le président gabonais a tenu à saluer personnellement son homologue sénégalais, réaffirmant la profondeur des liens d'amitié, de coopération et de solidarité entre les deux nations. Moment fort de cette rencontre, le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement invité le chef de l'État gabonais à prendre part en qualité d'hôte de marque aux festivités commémorant le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, prévu le 4 avril 2026 à Dakar. Cette invitation à haute portée symbolique traduit l'estime et la reconnaissance accordée au leadership du Gabon et à l'action du président de la République sur la scène africaine. Cette halte à Libreville aura ainsi permis de réaffirmer la convergence de vues entre Dakar et Libreville, tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de collaboration dans un esprit de solidarité africaine et de construction d'un avenir prospère pour les peuples des deux nations. Conseil interministériel ce matin, à jour J-1 du délai fixé par le président de la République pour la présentation d'une feuille de route. Ce conseil interministériel était consacré à la présentation de la feuille de route des 100 jours de chaque département ministériel. Miron Dangué, Francis Sifuna, Peter Mofumbi et Alain Sergeyene. L'objectif de ce conseil interministériel était d'apprécier l'état d'avancement des projets, leur faisabilité dans les délais impartis et leur cohérence avec les grandes orientations stratégiques du pays, notamment le plan d'action gouvernemental et le projet de société du chef de l'État. Bâtissons l'édifice nouveau. Le conseil interministériel de ce mardi 3 février 2026 est exclusivement consacré à la présentation par chaque membre du gouvernement de la feuille de route des 100 jours de son ministère. Il s'agira pour nous d'échanger en toute liberté et objectivité sur chaque feuille de route, d'apprécier la pertinence des actions retenues, la robustesse des indicateurs et la cohérence d'ensemble conformément au plan d'action gouvernemental, au plan national de croissance et développement, mieux encore au projet de société du chef de l'État. Bâtissons l'édifice nouveau. Ces dernières semaines, les réunions de pilotage se sont multipliées afin d'accélérer la mise en œuvre des projets du gouvernement. Les échanges ont mis un accent sur les projets, priorités présidentielles, notamment l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement, l'interdiction d'importation du poulet de chair et la transformation locale du manganèse. Les 3 dernières semaines ont été marquées par une intensification des conseils de cabinet et autres comités ministériels de pilotage avec l'objectif d'accélérer la cadence de l'action gouvernementale pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens. L'enjeu est d'avoir une cartographie détaillée d'exécution des projets et politiques publiques pour mieux les suivre et atteindre les résultats escomptés. Dans cette dynamique de transparence, les ministres seront prochainement invités sur les plateaux de télévision pour présenter leurs feuilles de route respectives et rendre compte directement aux citoyens.
Le bureau directeur de l'Ordre des avocats du Gabon a été reçu en audience par le président de la Cour constitutionnelle au sujet du fonctionnement de l'Ordre des avocats et des enjeux actuels de la justice gabonaise. Doris Cruz-Koulou, Keshan Sam Kusuk-Okanoa. Salle de délibération Rose Francine Rogombe. Le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abaowono, entouré des autres juges constitutionnels et des juges assistants, reçoit le bureau directeur du barreau national du Gabon. Après les civilités d'usage, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a présenté plusieurs préoccupations relatives au fonctionnement de l'institution ordinale et plus largement à l'administration de la justice dans ses différents démembrements. Nous avons la mission de rendre visite à toutes les autorités afin de présenter le nouveau bureau directoire du barreau national du Gabon. C'est également l'occasion qui nous est offerte pour échanger avec les interlocuteurs, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, sur certaines préoccupations qui concernent l'ordre, mais qui concernent aussi le fonctionnement de la justice en général dans notre pays. Parmi les points soulevés, la nécessité de réviser certains textes jugés aujourd'hui caducs dans l'arsenal juridique gabonais et l'application inconstitutionnelle des dispositions de nombre de textes rapportant au fonctionnement de la justice. Nous avons exposé à la Cour que le règlement de procédure dans l'ancienne Cour constitutionnelle faisait obligation aux avocats qui veulent plaider ici d'avoir 18 ans d'exercice de profession d'avocat. Alors que dans les autres pays, les cours, les conseils constitutionnels, il n'y a pas cette exigence. Donc, monsieur le président de la Cour constitutionnelle s'est montré très sensible et a dit que la Cour, comme elle est dans la rédaction de son règlement de procédure, allait en tenir compte. Cette rencontre avec les responsables de la haute juridiction constitutionnelle revêt une importance majeure dans l'indépendance de la profession et l'application rigoureuse des textes portant organisation et fonctionnement du système judiciaire. Au Sénat, ce sont les ambassadeurs de l'Union européenne au Gabon et de la République de Turquie au Gabon qui ont été reçus tour à tour par la présidente du Sénat. Voici le compte rendu de ces échanges dans ce reportage. Double audience au cabinet du président du Sénat, les questions de coopération institutionnelle et parlementaire, mais également celles liées au développement des territoires. Reçu en premier par le président du Sénat, Huguette Yvonne Niana, et comme épouse Awori Onanga, l'ambassadeur de l'Union européenne est venu réaffirmer la volonté de son institution à demeurer aux côtés du Gabon dans ce contexte post-transition. Le Sénat est une institution très importante dans le débat politique du pays et dans le processus d'adoption des réformes. Donc je souhaitais un petit peu entendre sa vision et sur la manière avec laquelle nous pourrions continuer de coopérer, puisqu'en réalité, nous avons déjà eu un certain nombre d'initiatives à destination des parlementaires. Enjeu majeur de la mandature qui s'amorce, la question du développement intégré des territoires a longuement été abordée. J'ai trouvé intéressant dans cette période où on parle beaucoup du chantier de la décentralisation, de voir que son rôle, effectivement, est d'œuvrer au raffermissement des liens entre les institutions de la République et l'ensemble des citoyens à travers tous les territoires. En deuxième heure, l'ambassadeur de Turquie était pour sa part porteur d'un message du président de l'Assemblée nationale turque à son homologue du Sénat gabonais. Occasion indiquée pour là aussi aborder les questions d'intérêt commun entre nos parlements. J'ai remis à cette occasion une copie de la lettre de félicitations de son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Turquie, ainsi qu'une invitation à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se tiendra à Istanbul en avril. Nous avons parlé des relations interparlementaires. Nous avons déjà un groupe d'amitié avec le Parlement gabonais au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Donc nous souhaitons que ces relations interparlementaires se développe durant ce mandat du Sénat. Rappelant à ces deux interlocuteurs les missions et attentes de l'institution, le président du Sénat a plaidé pour le raffermissement des relations interparlementaires afin d'accroître les opportunités de formation au bénéfice. Autre audience, celle accordée par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement. Léa Virginia Nsam et Christine Maïnda nous font le point. Au nombre des partenaires du Programme des Nations Unies pour le développement,
le Gabon figure en bonne place. Je suis venue présenter les félicitations du Programme des Nations Unies pour le développement au président du Conseil économique et social et profiter de cette opportunité pour offrir également l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement, du rôle important que joue le Conseil dans le cadre des objectifs de développement durable. Une rencontre qui a permis à Rokia Yendieng de saluer le rôle stratégique du CESEG et d'échanger sur les actions en cours. En matière de développement, en termes d'indice de développement, avoir un tel conseil participe au développement durable dans les pays. Et c'était tout à fait naturel pour moi de venir également confirmer le travail que nous avons déjà eu à faire avec les différents conseils économiques et sociaux. Après cette audience, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a eu une autre séance de travail avec tous les membres du bureau du Conseil. Parlons à présent éducation et nous allons à Koulamoutou où le directeur d'académie provinciale de Logoué-Lolo a sillonné les établissements scolaires pour s'assurer de la reprise effective des cours. Patrick Dilongo, Abdeldieudonné Rongo. Vérifier l'effectivité de la reprise des cours annoncée par le ministère de l'Éducation nationale et le collectif SOS Éducation La Base au Goué-Lolo, décision prise le 31 janvier dernier. Tel a été le leitmotiv du directeur d'académie provinciale de Logoué-Lolo et de plusieurs responsables politico-administratifs de Koulamoutou. De cette inspection, qui a concerné l'ensemble des établissements publics et parapublics de Koulamoutou, l'on peut noter une reprise manifeste des activités scolaires dans l'enseignement secondaire. Cependant, un constat frappant a été fait au niveau de l'enseignement primaire où l'absence des enseignants était notable. Nous sommes à peu près à 65%, n'est-ce pas, des enseignements et puis voilà, et ça nous satisfait. On suppose que tout le long de la semaine, les autres 35% qui manquent vont se compléter. Au terme de cette inspection, le directeur d'académie provinciale de Logoué-Lolo a lancé un appel pressant aux enseignants et aux élèves, les invitant à regagner les salles de classe. Ceci justifié par les efforts consentis jusque-là par le gouvernement. Des problèmes accumulés pendant plus de 50 ans et ce n'est pas en un mois qu'on peut résoudre tous ces problèmes-là. Si le gouvernement, si les autorités ont déjà fait 1, 2, 3 pas, je pense que nous, de notre côté, n'est-ce pas, on devait le faire aussi 1, 2, 3 pas. Cet appel du directeur d'académie provinciale de Logoué-Lolo souligne l'urgence de la situation et la nécessité d'une mobilisation totale de tous les acteurs éducatifs pour surmonter cette situation qui n'a que trop duré. La province de Logoué-Lolo, seule à avoir voté la reprise des cours parmi les 9 provinces, porte un poids particulier dans cette dynamique. Et dans l'esprit de la grève des enseignants, voici le portrait psychologique des enseignants apeurés, confus entre poursuivre la grève et reprendre les cours. C'est une signature d'Esmine Kayumba, Pierre Claverilla et Gaïs Mbeleono. La crise dans le secteur éducatif pourrait entraîner un climat d'insécurité psychologique, particulièrement chez les enseignants, partagés entre reprendre ou pas les enseignements. Quand justement les enseignants se retrouvent dans cet état de peur, il y a tout un processus psychologique qui s'installe. Alors, le premier processus d'abord, c'est la crise d'angoisse qui va s'installer. En réalité, c'est des personnes en fait qui n'auront plus toute leur capacité de pouvoir transmettre aux enfants ce qu'il faut. Tiraillé entre le devoir de soutenir les collègues et la peur d'être jugé par les parents ou l'opinion publique, l'enseignant apeuré pourrait développer un stress intense. La crise d'angoisse peut intervenir en situation de maison. Pourquoi? D'abord parce que ces enseignants, ce sont des parents. Et en tant que parent, il est capable effectivement comme ça de démontrer ou encore de montrer à ses enfants ce qui ne l'est pas parce qu'il a la peur de pouvoir perdre certains éléments de sa vie. Face à cet état mental, notre psychologue du jour donne quelques pistes de solutions. Ce qui va être idéal dans cette situation, c'est de permettre qu'une situation d'accord s'installe. Une fois effectivement que le système de pensée en joie, tous les mécanismes cognitifs s'installent. Il y a cette condition, l'enseignant sera prêt, même aller à Mayumba, si
et seulement si toutes les conditions sont réunies. La reprise des cours se fait timidement dans certains établissements. Parmi les pédagogues, il y a certainement cet enseignant apeuré dont nous avons dressé le portrait psychologique. Dès lors, quelle pourrait être la qualité des enseignements après une longue période de grève? Il y a donc lieu de s'intéresser à l'état psychologique de ces enseignants qui ont décidé de façon volontaire de regagner les salles de classe. Voilà, les écoles réouvrent ainsi progressivement les portes à travers le pays. Une reprise encore timide, encadrée par les services pédagogiques pour tenter de préserver cette année académique. Joyce Lorna-Wangi et Gérard Mindou. Après plus d'un mois d'interruption liée à la grève des enseignants, élèves et enseignants reprennent progressivement le chemin des salles de classe. Dans plusieurs établissements, la reprise se fait encore avec prudence, entre réorganisation des emplois du temps et rattrapage des heures de cours perdues. Pour une meilleure harmonisation des programmes scolaires et un encadrement efficace de cette reprise, les inspecteurs pédagogiques sont mis à contribution. Ils multiplient les missions de terrain afin d'accompagner les équipes éducatives, d'évaluer l'effectivité de la reprise et de veiller à la continuité pédagogique. Au niveau de la deuxième journée de mardi, nous enregistrons un peu plus d'enseignants en termes de présence par rapport, par exemple, à la journée d'hier. Donc vous comprenez que cette reprise, elle se fait de manière progressive. Elle sera, d'ici la fin de la semaine, effective. Nous avons donc eu une interruption des enseignements. La mission donc de l'inspection et des inspecteurs, c'est justement d'accompagner en fait ces enseignants-là et pouvoir leur proposer en fait des stratégies pratiques pouvant leur permettre de boucler le programme pédagogique annuel. Une reprise encore fragile mais encadrée pour sauver l'essentiel, l'année scolaire des apprenants. Je vous propose à présent d'écouter le ressenti des premiers concernés face à cette crise éducative, avec cette incertitude entre reprise des cours et poursuite du mouvement de grève. Martel Kumba, Justin Janet, Gaïs Ovono, on les écoute. Je suis arrivé face à peine 30 minutes et je n'ai pas eu cours. Je voudrais bien avoir cours parce qu'il y a certains qui sont en difficulté. Nous souhaitons vivement que les élèves reprennent les cours et revoient les enseignants qui reprennent leurs responsabilités en tant qu'instructeurs, éducateurs, voilà. Donc pour ma part, c'est un plaisir pour nous déjà de voir certains enseignants qui ont repris les cours. Donc hier, elle n'a pas eu cours, c'est aujourd'hui par contre qu'elles ont eu cours. Tous les profs sont arrivés aujourd'hui. Depuis hier, certains profs de fait qui s'est présenté, on nous a juste dit à l'école de venir parce que la grève va continuer, mais les enseignants n'ont fait que venir. On nous a juste dit de venir à l'école et à cours. On a fait un seul cours et puis on nous a demandé de revenir demain parce que notre prof peut venir et nous on n'est pas là. Si on ne vient pas aussi, on va louper les devoirs, les leçons, de faire les devoirs. Obligé de venir, on ne sait jamais. En fait, ça me fait mal parce que je gaspille mon argent du taxi. Je trouve que c'est pas normal pour nous les élèves. On vient à l'école, dépense dans du taxi chaque matin, se disant qu'on va faire cours alors qu'au final, aucun prof, parfois un cours par jour. Et nous, ça nous dérange, surtout pour les tests d'examen. On a besoin de cours, on veut passer au bac cette année. Faire une année blanche, c'est pas vraiment. On n'a pas de recommencer l'année. Et donc, j'invite à tous les professeurs à revenir faire cours. On a vraiment besoin de vous. Aujourd'hui, ils sont encore partis à l'école. Pour passer, on a eu interrogation d'histoire. Notre prof d'histoire a dit qu'elle va venir, même si on ne la paye pas. Même si on la paye, c'est bien. Si on ne la paye pas, c'est bien. Elle a dit qu'on va recommencer. Nous, avec elle, on va recommencer avec les leçons. Et elle va programmer le deuxième trimestre. Et puis, si on fait une année blanche, je vais redoubler. C'est pour ça qu'il faut à l'école travailler, passer en classe supérieure. En tant que parent d'élève, je suis extrêmement gêné. Les plus hautes autorités vont trouver une solution par rapport à cette situation-là. De son côté, l'Observatoire chrétien pour la paix monte au créneau pour appeler les enseignants au calme et au retour en classe afin de sauver l'année académique en cours. Je vous propose de suivre la réaction de Alain Roger Babenda Bakumba, coordonnateur général adjoint de cette opération de cet Observatoire chrétien. L'Observatoire chrétien pour la paix, qui observe avec une attention particulière le déroulement de cette grève, soucieux et friand de la paix sociale dans notre pays, constate malheureusement que malgré les promesses fermes du gouvernement de la République, l'école tarde à reprendre et fonctionne à plusieurs vitesses, d'un établissement à un autre, d'une province à une autre. Il relève aussi
de part et d'autre, une certaine inconstance des différents états-majors. Enseigner est avant tout une vocation sacerdotale. Et celui qui s'y engage doit l'exercer dans un esprit républicain et même de sacrifice. L'OCP prend donc en témoin le peuple gabonais qui jugera du niveau de maturité de chaque parti pour le maintien de la paix sociale au Gabon et la sauvegarde de cette année scolaire 2025-2026. L'OCP exhorte le pouvoir public au respect de la parole et de la signature de l'État. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité s'est également exprimé face à cette crise de l'école gabonaise. Jean-Augustin Zengui et Pierre Claverel. Malgré une reprise progressive des cours, le secteur de l'éducation demeure fragilisé par la poursuite du mouvement de grève des enseignants de SOS Éducation paralysant partiellement les activités scolaires à l'échelle nationale. Face à cette situation, le Rassemblement pour la patrie et la modernité est monté au créneau tout en reconnaissant le caractère légitime des revendications des enseignants. Le RPM en appelle à son sens élevé de responsabilité. Il exhorte le collectif SOS Éducation La Base à faire preuve de modération et à ne pas s'inscrire dans une logique de radicalisation et de jusqu'au-boutisme qui risquerait de pénaliser en premier lieu nos enfants et d'aggraver les tensions sociales récurrentes. Le parti appelle au gouvernement à davantage de transparence dans la gestion de cette crise. Il invite pour sa part le gouvernement à maintenir un climat de confiance en tenant un langage de vérité sur ce que l'État peut faire immédiatement, compte tenu des marges effectives de manœuvre financière dont il dispose, et à faire preuve de transparence en indiquant ce qui peut être réglé dans le moyen et long terme. Le RPM a par ailleurs dénoncé la politisation du conflit. Le RPM dénonce avec la plus grande fermeté cette instrumentalisation politicienne d'un malaise réel qui porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'école gabonaise et sacrifie l'avenir des élèves sur l'autel des calculs de politiciens en mal de popularité. Fidèle à ses valeurs de responsabilité et de paix sociale, le Rassemblement pour la patrie et la modernité invite l'ensemble des parties prenantes à privilégier le dialogue, seul gage d'une sortie de crise durable dans le secteur de l'éducation. Les perspectives du développement du secteur pétrolier et gazier au Gabon ont été donc abordées par le ministre du Pétrole et les responsables de la société anglaise BP, reçus en audience au sujet de leur activité technique et commerciale. Reportage. Le géant britannique du pétrole et du gaz dénommé BP est désormais au Gabon grâce à un permis d'exploration obtenu en octobre dernier. 4 mois après, les responsables de cette entreprise sont venus présenter les civilités à Clotaire Kondia, le nouveau ministre du pétrole et du gaz, et faire le point de leurs activités techniques et commerciales. On a eu l'opportunité d'avoir cette première prise de contact qui nous a permis d'échanger sur notre calendrier d'activités commerciales et techniques pour notre projet d'MOU au nord du Gabon. Ce que nous faisons, c'est la partie technique, essayer de trouver dans la partie nord du Gabon une zone intéressante pour forer et trouver de nouveaux hydrocarbures, que ce soit de l'huile ou du gaz. Donc ce qui est important pour nous de rencontrer son Excellence le ministre aujourd'hui, c'est de continuer cette discussion que nous avions engagée avec les autorités gabonaises il y a quelques mois, de continuer cette collaboration entre eux et la société BP pour arriver à développer nos idées, entendre ce que le gouvernement veut faire, ce que le président, la volonté du président veut faire et de poursuivre nos actions dans le pays. Créée en 1909, BP est une société anonyme britannique spécialisée dans la recherche, l'exploitation, le raffinage et la vente du pétrole. Classée au 3e rang mondial, BP est présente dans plus de 100 pays et emploie plus de 80 000 personnes. La conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones s'est ouverte ce matin avec les acteurs de l'administration fiscale pour mener des réflexions sur les mécanismes de mobilisation des ressources pour le soutien au développement économique et social. Rita Bogonon et Bertin Osaga.
La TVA sur le commerce électronique, la fiscalité et la mobilité internationale des personnes physiques, l'assistance au recouvrement transfrontalier des créances fiscales, mais également les principes mondiaux de lutte contre la délinquance fiscale, des thématiques parmi tant d'autres qui ont été abordées dans cette conférence, laquelle a réuni tous les acteurs du secteur. L'organisation de cet événement au Gabon rentre dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et démontre la volonté de notre pays de s'arrimer aux standards internationaux. Cette conférence s'inscrit dans un contexte marqué par des évolutions rapides de l'économie mondiale, la digitalisation croissante des échanges, l'intensification de la mobilité internationale et la nécessité pour nos États de mobiliser des ressources domestiques durables afin de soutenir leur politique publique. Cette conférence régionale sur la fiscalité tombe à point nommé pour faire un état des lieux sur la problématique, mais aussi de favoriser un partage d'expériences sur les bonnes pratiques. Aujourd'hui, une administration ne saurait évoluer en vase clos au regard de la mondialisation des échanges et la mobilité observée en ce qui concerne les contribuables, personnes morales et personnes physiques. Donc il est important qu'il y ait cette collaboration entre les entités fiscales pour échanger en termes d'expérience, pour partager aussi les bonnes modalités, les bonnes pratiques. Organisé par le ministère de l'Économie via la Direction générale des impôts en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique et le Cercle de réflexion et d'échange des administrations fiscales, cette conférence qui se tient sur plusieurs jours à Libreville porte l'enjeu majeur de la mise en place d'une stratégie régionale commune pour améliorer les techniques de mobilisation de ressources. Voilà, ici s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit accompagnée de nos programmes. Bonsoir.